Bonsoir à tous et merci d'être venus ici ce soir pour le thème de Sevran, Terre d'avenir. Donc c'est un rendez-vous métropolitain qui sera un peu particulier parce qu'il s'agira de montrer un concept qui préside à un projet plutôt qu'un projet urbain lui-même. On se rend compte que l'urbanisme se fait souvent le reflet d'une société qui se métamorphose et qui doit faire face à de nouvelles exigences, pour ne pas dire de nouvelles urgences. C'est pourquoi il sera question ce soir de la ville durable, des conditions de sa réalisation et des changements dans les modes de pensée que cela entraîne. Ce soir, ce sera la ville durable, mais à travers la question de la terre, avec la réutilisation des déblais. Cela paraît une idée simple, évidente, alors que la mise en œuvre d'un tel projet est longue, complexe et qu'elle requiert de multiples compétences. Aussi, ce soir, nous allons découvrir cette opération avec le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, une agence d'architectes, Joly et Loiret, et un aménageur, Magali Castex, qui pilote l'opération pour le Grand Paris Aménagement. Mais c'est aussi une opération menée par 5 laboratoires, des bureaux d'études, des développeurs, enfin toute une chaîne de compétences. C'est un programme qui est soutenu par des financements significatifs, portés par des fonds européens, démontrant que l'on attend des retombées qui iront bien au-delà du projet lui-même et qui s'étendra au niveau européen. C'est un projet innovant qui se situe à Sevran, et nous verrons pourquoi cette commune s'engage et accepte un tel défi et ce qu'elle en attend. Donc on va le voir tout de suite avec vous, Stéphane Gatignon. Donc on vous connaît à travers vos divers engagements. Mais peut-être, avant de nous expliquer votre stratégie et ce que vous attendez d'un tel projet, vous pourriez nous parler de la ville elle-même, nous refaire un portrait rapide. Oui, peut-être deux. Merde, ça a commencé. Je vais voir un coup parce que ça va pas le faire sinon. Donc très brièvement, on travaille effectivement bon Sevran, tout le monde connaît au moins dans son imaginaire, imagine Sevran un bruit très divers parfois. Et donc on est une commune de l'Est, du nord-est de la Seine-Saint-Denis. Alors on m'a demandé combien d'habitants, donc officiellement 50 466 aujourd'hui, et en fait avec la ville arrière on varie entre 53,5 et 54. Sevran, c'est un quart de la population qui a moins de 15 ans. 25% de la population a moins de 15 ans, donc c'est une dynamique, les jeunes. Et donc depuis, on a saisi au bon la discussion, on a beaucoup travaillé sur la rénovation urbaine, évidemment on a un des plus gros projets de rénovation urbaine de France, qui n'a pas coûté cher comparé aux autres. Et puis on a surtout saisi la question de l'arrivée du métro et la discussion qu'il y a eu. Déjà il a fallu que le métro passe par Sevran, c'était des discussions un peu longues. Il était aérien, il est ensuite souterrain, ensuite on a réussi à avoir une gare parce que mon collègue que je ne citerai pas de la ville voisine ne voulait pas de gain, parce que ça allait faire arriver des gens mal famés sur les endroits de Seine-Saint-Denis. Donc nous on a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et puis on a eu la dernière gare optionnelle du projet. Donc on a aujourd'hui 2 gares du métro du Grand Paris et 2 autres chantiers du métro du Grand Paris, parce qu'après il fallait gérer les grands chantiers pour faire en sorte d'envoyer les rails dans le souterrain, etc. etc. Donc aujourd'hui on a saisi cette occasion pour montrer que Sevran existait. Et juste après, quand on était candidat à l'accueil du stade de rugby, le célèbre stade de rugby qui devait être à Rungis, qui du coup tout le monde a été emmerdé parce qu'on se rend compte qu'il pouvait effectivement que le meilleur endroit c'était Sevran, qui a fini à Évry sous pression politique et qui au final ne s'est pas fait du tout puisque ça coûtait trop cher et que Évry ça ne correspond pas au business du rugby aujourd'hui. Donc, mais ça nous a permis de montrer qu'il y avait des terrains, qu'on était bien placés, que ça existait et que finalement il y a des choses qui étaient possibles. Ensuite, on a, à travers le métro, travaillé sur un contrat de développement territorial. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plein de choses, mais on est il y a quelques années avec Blanc et Sarko, l'idée, on a mis en place un contrat de développement territorial sur plusieurs communes,
Donc nous, on est avec Aulnay, Sevran, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Ivry-Gargan, qui font rêver. Et donc, l'idée au début, on nous a dit vous êtes un cluster d'habitat. Et on dit on va continuer de mettre les pauvres ensemble, et puis on n'intègre pas la vie, pas le renouveau, pas l'activité, pas le loisir, pas la culture, comme on le fait pour avoir autre chose. Quand on parlait innovation, c'est un peu oh, innovation, il ne faut pas déconner trop, c'est un peu compliqué. Mais mine de rien, on a réussi à faire basculer le truc, et on est passé finalement sur un truc mixte. Et petit à petit, on a travaillé sur autre chose que simplement un cluster d'habitat, et donc le développement aussi sur la question du lieu de destination, pour changer aussi ce que sont nos villes, dire simplement aussi, mais qu'on vienne aussi dans nos villes pour y vivre la culture, pour y vivre le loisir, pour y vivre l'économie, etc., etc. Et puis, on a travaillé avec l'atelier Ligne, je salue Fabien Pompier là, mais avec Fingaipol, on a dit, moi j'ai dit, voilà, dans le lieu de destination, on est sur des territoires particuliers. Quand on reconstruit une ville, je pense qu'il faut comprendre le territoire, il faut le respecter, et notamment les questions de l'eau. Donc tout notre projet devait aussi être la question de l'eau, et je me suis battu dès le début en disant, on est sur des territoires marécageux, ça c'est notre histoire, et puis deux, il faut retrouver des lieux de destination, y compris comme dans le mode anglo-saxon ou d'Europe du Nord, etc., ou d'Allemagne, où on a les lieux de destination, les lieux de loisirs, dans les zones urbaines, ce qui permet de travailler. Et finalement, en travaillant sur l'hydrologie générale, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce territoire, il y avait plein de... c'était un territoire extrêmement marécageux, plein de rues qui arrivaient, des choses qui étaient busées, qui pouvaient être débusées, enfin tout un tas de choses. Et donc, on est arrivé un peu avec Fine au travail là. En parallèle de ça, on a donc travaillé sur Terre d'Avenir, qui était finalement sur un bout de la ville, mais pour moi, qui a été à l'échelle de la ville. Et donc, on a commencé aussi à travailler sur différents endroits, différents lieux, avec de l'urbain. Donc, on retravaille sur des terrains extrêmement pollués. Et là, il y a un projet qui est en train de sortir de terre, qui s'appelle Westinghouse, sur une ancienne usine de frein. On construit un nouveau quartier, qui est mixte en termes d'habitat, etc., etc., avec quelques-uns de vos collègues et concurrents ou amis, comme vous voulez. Donc, il y a avec Cogedim, et on travaille avec, comme architecte, avec Fingaipol, avec Bourbouze, Grindorge, non, et les autres entre les deux. Ouais. Et donc, bon, ça bouge un peu, ça avance, et puis petit à petit, on a redéveloppé l'idée, on travaillait avec le PA Plaine de France, qui s'est transformé en GPA, avec l'idée de travailler sur l'aménagement global. Donc en se disant, on travaille à la fois sur les comités de pôle, à la fois sur tous ces terrains, et à la fois aussi, donc nous on a travaillé Westing. Deuxièmement, on était sur l'innovation. L'innovation à la fois évidemment technologique, on a développé l'idée de la maison de l'image et du signe, ce qui m'a permis d'accueillir et de monter un projet extraordinaire en termes de culture, avec les microfolies, qui sont la microfolie de Sevran, vous avez pu en entendre parler. C'est 30 000 entrées en un an quand même, et on a un partenariat sur un musée virtuel avec 9 musées nationaux. Bref, un truc assez nouveau, novateur, ancré sur une nouvelle technologie. On a, avec Fine, travaillé et réfléchi, commencé de réfléchir sur la question de l'innovation en termes de matériaux de construction. Voilà, moi, ça m'a permis d'aller voir à Berlin les constructions bois, etc. Donc tout ce qui pouvait se développer. Et dans les années, puisqu'un de mes potes s'appelle aussi FM Lambert, vous le connaissez peut-être, c'est le chef de l'économie circulaire, la fondation de l'économie circulaire, vous devez le connaître quand même. Et donc on a souvent discuté de tout ça ensemble, et comment on essayait d'avancer. Et puis on a eu tout un travail aussi sur à la fois le corridor écologique, puisqu'on est sur l'arc vert est de la Seine-Saint-Denis, mais aussi sur la régénération et la question de la biodiversité. Donc on s'est inscrit, je me suis inscrit avec l'ancien gouvernement sur Nature 2050, et la biodiversité avec CDC Biodiversité, et on a les terrains Kodak qui sont entre les deux, on les aperçoit assez au milieu de tout ça, qui là sont 15 hectares, qui sont où c'est la régénération de la nature par la nature. Je trouvais ça plutôt sympa, une forme d'autogestion de la nature, en tout cas c'est la nature. Et on retrouve aujourd'hui, y compris dès maintenant, ça fait plusieurs années maintenant que ça existe, on retrouve des espèces naturelles d'insectes, de fleurs et de végétaux qu'on n'a pas vu en Île-de-France depuis 30, 40, 50 ans. Donc on voit que tout ça permet d'avancer. Tout ça va dans le sens que je pense qu'il faut qu'on arrive à intégrer au maximum de nouveaux matériaux de construction, la nature dans la ville, etc. Parce qu'il faut vivre de cette façon-là. Et donc on est arrivé à petit affiner tout ce projet. Là vous voyez en gros ce qui va devenir le projet Terre d'eau, qui est un projet extrêmement important, avec aujourd'hui l'aménagement vague de surf autour de l'eau, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais si un jour vous nous invitez, on pourra présenter sans problème.
Et puis la question des matériaux, et quand le sujet est venu sur pourquoi pas par GPA essayer de concourir pour monter un truc sur la terre crue, évidemment ça va dans tout le sens de ce que je viens d'expliciter, et j'ai dit banco, d'autant plus que le projet Terre d'eau, il y a une partie des bâtiments qui déjà, alors que bon c'était pas lié, les deux n'étaient pas liés, travaillent, et il y a l'idée de construire en matériaux, en terre, et donc d'avancer déjà par rapport à ça sur ces questions-là. Est-ce que vous manquez de logement en plus? On a plein de logements, mais il faut voir la ville un peu, pour revenir sous les, un peu différemment. On a beaucoup de demandes de logement. Après, qu'est-ce qu'on construit comme logement? Après, c'est compliqué avec tout le monde, hein, même avec GPA, mais aussi avec les services de l'État, tout le monde ne comprend pas tout. Mais je pense que petit à petit, en se battant, on va réussir à avancer. Voilà, et donc, moi évidemment, j'ai soutenu à fond ce projet-là, parce qu'en plus de ça, derrière, je pense qu'il y a... Alors, je vais choquer un peu, vous m'excusez, hein, mais je vais le dire comme je dis, après vous direz que c'est le maire, on ne sait pas ce qu'il raconte. Je pense qu'il y a un enjeu fondamental. Nous, on est dans des territoires qui ont subi la désindustrialisation d'une façon extrêmement violente. Les gens qui ont habité là travaillaient. Moi, vous savez, quand j'ai été élu maire, ça m'a extrêmement marqué. Quand j'ai été élu maire, il y a PSA, c'est à 500 mètres de Sauve. Il y avait plus de 6000 salariés à PSA. Aujourd'hui, il y en a 0. Entre parenthèses, je rappelle quand même que PSA touchait des centaines de millions d'euros de l'État, parce qu'ils ne payaient pas forcément l'URSSAF, etc., et qu'il y a eu des dégrèvements extrêmement importants. En attendant, on est passé de 6 000 à 0. Et donc, ça a été la goutte d'eau, si vous voulez, dans le secteur, qui a accru encore cette paupérisation, le chômage, etc. On est dans des territoires où, effectivement, l'industrie a disparu. Et moi, je pense vraiment très fortement qu'il y a la question d'économie circulaire, l'économie verte, il faut qu'on pense à construire autrement. Tout ça, c'est des filières économiques aujourd'hui, et c'est la nouvelle industrie. Et moi, je conçois ça comme la nouvelle industrie. Et donc, et je le dis, vous direz que c'est de ma faute, hein, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas dire ça comme ça. Mais pour moi, aujourd'hui, quand je m'inscris là-dedans, c'est de dire qu'il faut qu'on développe et qu'on participe. Être utile, comme une chanson de Julien Clerc, utile. Mais être utile à tout ça et participer à la création d'une nouvelle filière industrielle sur la question de la construction. On sait très bien, moi je vais de temps en temps, je connais un peu des gens qui habitent à Lannion, on sait très bien les problèmes qu'on a avec le sable aujourd'hui pour le ciment. Il faut qu'on trouve des choses alternatives de toute urgence. Et donc on rentre là-dedans, et pour moi c'est, est-ce qu'on peut participer à l'émergence d'une nouvelle filière industrielle, d'autant plus un travail avec l'Europe. Voilà, on dit toujours l'Europe, machin bidule, mais finalement ils ont 2 jambes, une tête, un corps, 2 bras, et ça réfléchit, donc on peut travailler avec eux. Et je trouve ce projet extrêmement intéressant, parce que pour moi c'est justement dans un territoire désindustrialisé, où la mémoire ouvrière compte beaucoup, c'est aussi trouver ces nouvelles formes demain d'industrie verte, écologique, qui vont nous permettre aussi de vivre autrement et de réussir à avancer et d'inventer l'urbain autrement. On est dans des territoires martyrisés par l'histoire. Voilà. Sevran, c'est une ville dure. Là, on fait un projet juste à côté, la Cité, c'est un des premiers lieux de deal en France. On parlait de The Wire tout à l'heure, c'était vu dans une discussion là-dessus. C'est un des premiers lieux de deal en France. Voilà. Moi, il y a des gens ici, juste à côté là, on traverse, il va y avoir la vague de surf. Je suis allé dans des familles pour leur dire que leur gamin était mort d'une balle dans la tête, sur des règlements de compte. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut travailler, gérer et offrir l'idée qu'on va vivre différemment, qu'on a des projets très ambitieux et qu'il faut tenir les ambitions. C'est important, je pense, compris pour la France, pour la banlieue, pour tout ce qu'on veut. Et donc, dans tout ça, il faut changer culturellement notre comportement. Il faut changer culturellement notre comportement de vie, il faut changer notre culture de comportement d'idées d'aménageurs, d'idées de constructeurs, d'idées à tous les niveaux. Voilà. J'espère qu'il y a des gens de Bouygues, je crois, de Vinci, de tout ça, tous les bétonneurs, parce que je pense qu'il faut travailler avec eux et les amener petit à petit à concevoir les choses autrement et à avancer. Et en tout cas, je vous remercie d'être dans cette aventure. Vraiment, je remercie Magali, qui est quelqu'un de formidable, qui s'est quand même fait chier dans tout ça et qui a bien avancé, qui a bien travaillé avec nos services aussi. Et donc voilà, si on se bat un peu, c'est dur, mais on peut avancer. Voilà. Et après, je pense qu'il faut culturellement, les services de l'État aussi évoluent pour nous permettre d'avancer sur tout ça. Et voilà, et de laisser un peu de liberté pour pouvoir construire l'avenir. J'étais un peu long, je m'en excuse. Non, merci beaucoup. On va continuer avec vous, Paul-Emmanuel Loiret. Vous voulez votre pouvoir? Donc, vous êtes architecte, mais ce serait bien que vous nous parliez d'abord de votre conception de l'architecture, parce que vous avez sans doute
choisissant de travailler avec la terre, vous avez sans doute beaucoup modifié vos pratiques, mais ça doit venir de conviction aussi. Et j'aurais voulu que vous nous parliez de ça un petit peu, au début. Bien, effectivement, avant de passer sur la présentation que j'ai préparée là, en quelques mots, oui, notre agence existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Effectivement, on travaille depuis ce moment-là plutôt autour de la question des matériaux naturels. On préfère ce mot-là qui nous paraît un petit peu plus poétique que simplement des matériaux bio ou géosourcés. Et donc, autour de cette question-là, on essaie de développer des édifices qui utilisent ces matériaux. Et c'est pas forcément très simple, notamment parce que forcément il y a la réglementation et puis tous les documents techniques unifiés en France favorisent plutôt les matériaux à caractère industriel. Donc on sait à quel point ça a été difficile pour le bois d'émerger en France depuis une vingtaine d'années. Il s'avère que la terre, qui est un des matériaux naturels par excellence, a ce problème-là depuis très longtemps. Et donc, lors du projet, lors de l'appel à projet là, de Paris, là, Réinventer Paris, on a proposé quelque chose pour aller dans ce sens et qui fait suite à effectivement 10 ans de travail autour de cette question des matériaux naturels. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, là le principe, quand on a répondu sur Réinventer Paris, c'était de travailler sur les terres de Paris. Mais aujourd'hui, on essaie de le développer à une plus grande échelle, hein, qu'on pourrait appeler les terres du Grand Paris, à commencer par celle de Sevran et des communes limitrophes. Ce qu'on peut noter, en tout cas, je vais faire une présentation qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années et qui permettent d'en arriver là aujourd'hui. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est une sorte d'alignement de planètes, comme on l'expliquait lors de l'exposition qu'on avait fait au pavillon de l'Arsenal. Un alignement de planètes qui commence déjà par une volonté politique, telle que Monsieur le maire Stéphane Guettignon a pu nous le rappeler. Cette volonté politique, elle est fondamentale, une volonté politique, mais il y a aussi une volonté citoyenne, d'essayer de changer un petit peu les choses, et notamment la mutation des territoires habités, en raison de la crise environnementale et sociale qu'on traverse aujourd'hui, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une histoire qui est redécouverte ces dernières années. On sait qu'en Terre, en fait, on construit depuis plus de 10 000 ans sur la planète, et qu'on possède en France notamment un immense patrimoine de construction en terre. Il y a des bâtiments qui ont 200, 300 ans. Il faut savoir que le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, hein, quand même la capitale des Gaules, est entièrement construit en pisé, et qu'il y a des dizaines de milliers de bâtiments en France qui sont construits avec cette matière. Mais la terre a aussi un certain nombre de vertus écologiques et sociales. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. C'est une ressource à profusion, je vais le montrer, qui est là à profusion, notamment en raison du chantier du Grand Paris Express, mais de tous les autres chantiers. Et puis, il y a aussi des connaissances scientifiques qui sont fondamentales, qui ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, notamment initiées via le laboratoire Cratère, là, depuis une quarantaine d'années, qui a permis de préserver en fait les techniques anciennes via l'analyse du patrimoine, etc., mais qui participe aujourd'hui en association avec l'INSA de Lyon, avec le SPCI, avec le NTPE, etc., à développer la connaissance scientifique et permettre l'innovation sur des nouveaux matériaux. Pas trop ce mot innovation, mais en même temps, ça permet de développer des techniques qui soient plus adaptées au monde contemporain, tout en étant des techniques qui sont neutres en carbone pour la plupart. Et voilà, dans cet alignement de planète, il y a aussi la question des précurseurs, des architectes contemporains, dont je vais parler de 30 secondes, qui utilisent cette terre. Tous ces facteurs-là convergent en fait vers ce type de projet auquel on souhaite le meilleur. Donc très clairement, il y a eu un facteur déclenchant. Il y a le projet, enfin en tout cas à Paris, hein, parce que on construit en terre des bâtiments en France et en Europe depuis très longtemps, mais il n'y a pas, à notre connaissance, il n'y a pas de bâtiment contemporain urbain. On a cherché, on n'a pas trouvé. Et c'est ça qui nous semble assez intéressant, c'est d'arriver à proposer, à développer ce type d'édifice, voilà, en zone urbaine. Et il faut aujourd'hui repenser en fait toute la logique technico-économique, parce que voilà, on est dans un facteur nouveau qu'il va falloir appréhender. C'est ce sur quoi on va s'atteler, à quoi on va s'atteler dans les années qui viennent. Donc très clairement, le projet de Réinventer Paris qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a appelé le totem tellurique.
C'est une petite tour en fait en terre, est développée avec l'aide de Martin Rauch, qui est un constructeur autrichien, plus l'aide de Crater, d'Amaco, etc., qui sont des spécialistes. Bon, si on avait gagné, ça aurait été bien, on arrivait deuxième, c'est pas grave. L'idée, c'était un petit peu de jeter un pavé dans la mare et de lancer le débat sur la construction en terre en zone urbaine. Paris a un peu pris peur, c'était compliqué, c'était cher, etc. Mais pour autant, nous a permis, via l'exposition du pavillon de l'Arsenal, d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Et avec nos partenaires, on s'est rendu compte, au moment où on concevait ça, on voulait le faire en terre, c'est sûr, mais au moment où on concevait ça, qu'il y avait un certain nombre d'articles, en fait, qui sortaient à ce moment-là, ou qui venaient de sortir, notamment un article du Monde comme celui-là, le Grand Paris face à une montagne de déblais, qui montrait à quel point, en fait, le Grand Paris était submergé par les déblais. Le Grand Paris Express, c'est 40 millions de tonnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Le Grand Paris Express, c'est que 10%. Et ce qui va sortir, c'est 400 millions de tonnes à l'horizon 2030. Et c'est colossal. Et ce qu'on a essayé d'expliquer dans l'exposition qu'on a fait donc, au pavillon de l'Arsenal avec, en partenariat scientifique avec Crater et puis Amaco, c'est que, en fait, voilà, ces déblais n'étaient pas un déchet ou un rebut, tel que c'était montré jusqu'à présent et depuis très longtemps, mais que c'était une véritable ressource. Et donc on a commencé, je vais passer vite les diapos, j'en ai beaucoup, on a commencé par faire une revue de presse et de comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé. On voit qu'il y a des décrets européens qui nous obligent à recycler toute cette terre, qu'il y a des grandes problématiques qui sont soulevées par ces questions. Et que effectivement, ce sont des quantités considérables. Quand on parle de déblais, on parle de déchets inertes. Il y a 3 grandes catégories dans les déblais. Il y a les déchets non dangereux et non inertes. Il y a les déchets non dangereux et déchets dangereux. Donc, nous, on parle vraiment des terres non polluées, qui représentent, comme on voit ici, à peu près 18 millions de tonnes par an aujourd'hui, et qui vont représenter à peu près 30 millions de tonnes à l'horizon 2020-2025, parce qu'il y a beaucoup plus de chantiers aujourd'hui en Île-de-France, notamment avec le Grand Paris Express. Et ces fameuses 400 millions de tonnes qui vont sortir là d'ici 20 ans, c'est un tas qui fait 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est un tas considérable. Et en fait, on ne sait pas où le mettre. On ne sait pas où le mettre parce que la préfecture, la région ne permet pas l'ouverture de nouveaux sites de stockage, que les sites de stockage qui étaient les anciennes carrières à ciment, etc., sont quasiment tous comblés. On n'arrive plus maintenant à les combler par voie de camion directement, et que voilà, ça sert, quoi. Et puis surtout, les communes en ont un petit peu marre des centaines de camions qui passent tous les jours. Donc il y a un vrai souci. Puis il y a aussi un facteur important, c'est la connaissance des sous-sols parisiens. Grâce au Grand Paris Express, on a eu accès à 5000 sondages tout autour de Paris, et qui nous montrent, on a fait ces études avec des géologues, que les terres sont multiples, ou les sols, comme les appellent les géologues, mais sont multiples et sont bien évidemment propices à la question de la construction en terre. Là, on voit par exemple une coupe sur une gare type là, dans le sud de Paris, et on voit que, je ne sais pas s'il y a un pointeur, on voit que la couche verte ici, qui fait 10 mètres d'épaisseur, c'est à peu près 30 000 tonnes d'argile, par exemple. L'argile, c'est le matériau essentiel de la construction en terre, c'est le liant, qui compose entre 5 et 20%, grosso modo, des matériaux, voire un petit peu plus. Mais donc là, on a une quantité considérable, et il s'avère que tous les recycleurs et tous les terrassiers, etc., ils détestent ce matériau, parce que c'est un truc qui colle sur les camions, ils ne savent pas comment faire, etc. Alors que nous c'est juste un trésor. Donc, enfin, nous, tous ceux que ça intéresse, et puis, grosso modo, les citoyens de manière générale, quoi. Et ce parcours de la matière, en fait, il est assez simple. Hein. Là, c'est un chantier parisien, paf, on récupère ces terres, et puis on va les envoyer dans tous ces sites de retraitement qu'on retrouve autour de Paris. On est allé prendre des photos, et puis on a remarqué que dans ces sites de retraitement, ils savaient surtout retraiter les bétons et des choses comme ça, mais finalement pas la terre. Et quand ils ne savent pas quoi faire de ces terres, notamment les terres argileuses, ça part dans les sites de stockage qu'on a répertorié ici, dont un gros, qui est celui-ci, qui est Villeneuve sous Dampmartin, et on retrouve ça, on retrouve des montagnes, des paysages comme ça de terre. Il y a 500 camions qui arrivent par jour ici, et qui déversent des terres argileuses et de tous les chantiers en fait parisiens. On a vu lors de l'exposition on a voulu démontrer avec le pavillon de l'Arsenal qu'on pouvait assez facilement faire quelques matériaux. Voilà, donc là, on a fait une démonstration empirique. On a pris quelques camions de terre, on les a envoyés dans un petit atelier de production à côté de Beauvais, et on a fabriqué 10 000 briques comme ça en quelques semaines.
Alors les spécialistes, les scientifiques vont vous dire ouais, celle-là elle fait que 4,8 mégapascales de résistance mécanique, il y a de la microfissuration, etc. On peut faire beaucoup mieux, mais en tout cas on l'a fait en 3 semaines. Et donc là on est en train de développer d'autres matériaux, on le verra, mais en tout cas on montre que c'est possible et en s'organisant bien on va pouvoir aller très loin. Donc ces terres après, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de l'expérimentation de l'exposition? C'est qu'on est allé avec la voiture chercher des terres un petit peu partout autour de Paris. On a emmené tout ça aux grands ateliers de Villefontaine, qu'on voit ici. On a envoyé, je sais pas, 10 tonnes de terre, et puis on a fait tout un tas d'examens, de tests physico-chimiques, etc., des matériaux. Et puis on a commencé à faire des reformulations, et puis on a fait quelques échantillons, quelques produits qui ont donné cette grande table d'expérimentation où ce que l'on peut voir, c'est qu'on passe de la matière au matériau, comme ça, dans une ligne directrice, en travaillant notamment via la connaissance physico-chimique de la matière et des spécialistes avec lesquels on a travaillé. Donc voilà, ça je vais passer rapidement. Là, c'est les terres qu'on a récupérées autour de Paris. Donc on voit qu'il y a tout un tas de colorimétries, etc., qui sont très intéressantes, sachant que dans la terre crue, en fait, on garde la couleur, contrairement à la terre cuite, qui se transforme en fait à la cuisson. Après, on a tous ces tests physico-chimiques. Et puis les reformulations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la terre, en fait, dans l'histoire, ou selon les lieux, est différente, bien sûr. Et puis les traditions ont émergé selon les natures des matériaux qu'il y avait sous les pieds justement des gens qui allaient construire. Si vous allez en Rhône-Alpes, la terre est plutôt une terre à piser naturellement, et donc on va voir des bâtiments qui sont plutôt en pisé dans le patrimoine. Si vous allez dans d'autres régions de France, vous allez plutôt voir de la bauge, plutôt voir du torchis, etc., parce que ce sont d'autres types de terres. Et ce qui est très intéressant ici, en tout cas nous, ce qui nous a fasciné, c'est qu'on est dans la possibilité d'un nouveau paradigme de la construction de la ville via l'architecture. C'est-à-dire que plutôt de se dire on a une super idée puis on va voir comment on va le faire, là on a un super matériau, comment on le transforme pour que ça devienne de l'architecture. Donc on est dans une logique complètement inverse qui nous plaît beaucoup parce que potentiellement elle peut inventer l'architecture et la ville de demain. Et donc là ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait faire plein de matériaux avec les terres de Paris, mais surtout qu'on pouvait les reformuler pour faire toutes les techniques qu'on voulait, assez facilement. Voilà, notamment de la terre coulée ici, qui est un des premiers prototypes de terre coulée fait au monde avec les différents laboratoires avec lesquels on a participé. Donc, je passe rapidement ça c'est un document qui est réalisé avec un de nos associés, Romain Anger, qui est chercheur. Petit rappel, la terre, de toutes les terres du monde, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours des argiles, des limons, qui sont des grains très très fins, des sables, des graviers, des cailloux. Et à chaque fois, les proportions changent en fait selon qu'on se trouve à tel ou tel endroit. Et on va retrouver voilà, les cailloux, les graviers, tac, les sables, les petits sables, tous les limons, paf, tac, les petits graviers et les argiles, qui sont souvent des petites plaquettes comme ça. Pam. Et ce qui est très important, c'est que ce qu'on appelle la construction en terre, en fait, c'est du béton d'argile. C'est la même composition en fait qu'un béton de ciment. Hein, on voit les deux exemples. Béton, de ciment, il y a des graviers, des sables et du ciment qui fait le liant. Dans la terre, il y a des cailloux, des graviers, des sables, des siltes et des argiles. Donc en fait, on devrait plutôt dire béton de ciment et béton d'argile. C'est la même chose, sauf qu'il y a un des deux matériaux, le ciment, qui représente 5 à 7% des émissions de carbone dans le monde. Il y en a un autre, les argiles, 0. Petit rappel, comment ça tient en fait, hein, c'est la terre, tous les matériaux de construction en terre, ça tient grâce au squelette granulaire du matériau, donc il faut que des grains aient des tailles différentes pour que ça soit le plus compact possible. Et puis après, c'est la cohésion des argiles et la nature de l'eau qu'on va y mettre dedans qui va permettre au matériau de tenir. Et il y a tout un tas de techniques, je vais passer là rapidement. Il y a la technique du pisé de Paris, celle qu'on a fait, de piser comme ça, qui est compressé dans des coffrages. Ça, c'est des pisés de Martin Rauch, qui est un pisé préfabriqué qui fait à la fois en Suisse et en Autriche. Ouais, il va piser des grands murs comme ça dans des grands hangars. Il va les découper, il va les faire sécher, puis après il va les mettre en place. Après, il y a les blocs de terre comprimés. On va retrouver des briques extrudées, comme ça, qui sortent en fait de filières et puis qui sont recoupées au fil à beurre. C'est la même technique que les briques de terre cuite. Tac, je passe rapidement ces éléments-là. Hop. Puis après, on a les terres qui sont plutôt
des terres à l'état visqueux, donc les mortiers par exemple, les enduits. Et puis on a tous les panneaux, les plaques, etc., qui sont faites avec des fibres. Et puis enfin, on a les terres coulées. Donc là, on a des terres coulées stabilisées, mais ça, on n'aime pas trop mettre du ciment dedans. Et il y a la terre coulée non stabilisée, donc, dont on a fait le premier prototype là, avec des ingénieurs de l'INSA de Lyon. Voilà, c'est le premier prototype au monde, donc qui augure un bel avenir, j'espère. Puis enfin, on a les terres liquides qui vont servir pour faire des enduits ou pour faire des panneaux. Hop, je passe. Ce qui est très important, en fait, on a montré, je montre quelques exemples d'architecture de terre. Là, c'est l'INRA par Nama Architecte et Milena Stefanova, avec du pisé porteur, non porteur, sur un rez-de-chaussée R+1. Ce qui est très intéressant dans ces bâtiments, c'est aussi de montrer que la terre nécessite une architecture et une mise en œuvre très particulière. On nous a beaucoup appelé là depuis 2 ans en nous disant ouais, on a un bâtiment, on est à un stade APD, pro, est-ce qu'on peut faire ça en terre? Et nous on dit non, c'est pas possible. Hein. Quand on pense la terre, ce que je disais tout à l'heure, on pense le matériau, du matériau on pense la technique, de la technique on pense le système constructif, du système constructif à l'architecture et peut-être après au bâtiment et à la ville. Et donc il faut que ça soit pensé comme ça et c'est très important parce que la terre est un matériau fragile qui nécessite, comme le disent les anciens, de bonnes bottes et un bon chapeau, à minima, et puis après tout un tas de travail sur la conception qui permettent de faire en sorte que le matériau soit bien protégé et soit utilisé à son meilleur potentiel. Ça c'est un bâtiment qui est assez emblématique, c'est un des premiers bâtiments dont on a beaucoup parlé, de Martin Rauch en Autriche, dans le Vorarlberg, qui est entièrement fait en terre, c'est sa maison, il a creusé et puis tout est fait en terre, les murs, les escaliers, les enduits, le plafond, le sol, tout est en terre. La cuisine, voilà, l'évier, non, pas l'évier. Hein, la terre n'aime pas l'eau, ça c'est clair. Allez, c'est un matériau fragile, quoi. Mais bon, tout le reste, c'est ça qui est intéressant. Ça c'est un bâtiment connu, c'est les Pritzker Prize Herzog de Meuron, fait par Martin Rauch, toujours eux-mêmes, en Suisse. Ça c'est un bâtiment, un autre Pritzker Prize en Chine, Wangshu. Ça, c'est des jeunes architectes dans l'Essonne. Donc ça, c'était un bâtiment qu'on a fait il y a 5 ans. C'est de l'adobe, mais c'était pas de la terre de Paris. Et c'est là où on a commencé à se dire, il y a 5 ans, quand même, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'on arrive à aider ou à trouver le moyen de développer des matériaux qui soient locaux, quoi. Voilà. Ça, c'est une photo d'une carotte prise à Paris. Quand on voit ces couleurs-là, quand on voit cette matérialité, là, on ne peut que penser à des choses qui soient au-delà des questions techniques et constructives, qui soient aussi des éléments poétiques, quoi, très clairement. Et effectivement, la Terre, elle a des vertus écologiques, sociales et culturelles. Et il faut la voir dans une approche quantitative, mais aussi qualitative. Quantitativement, petit rappel, donc voilà, la Terre, une nature perspirante, donc elle permet à l'humidité de traverser la paroi. Elle est entièrement recyclable à partir du moment où elle n'est pas stabilisée avec la chaux et du ciment. Elle est 100% saine, il n'y a pas de composés organiques volatiles, etc. dedans. C'est un matériau qui est assez massif, hein, qui confère une grande inertie thermique. Elle est surtout locale, bien mise en œuvre, elle est pérenne, elle s'altère peu, bien sûr. Elle constitue un très bon isolant acoustique, etc. Mais au-delà de ça, à notre sens, ce qui est très important, c'est l'approche qualitative. Et c'est de dépasser cette approche uniquement écologique, telle qu'on l'évoque souvent, et de passer d'une écologie de réparation, qui est un petit peu celle d'aujourd'hui. On répare en fait en permanence les problèmes, on se rend compte qu'on pollue et qu'on détruit notre environnement physique de manière générale, passer de ça à une écologie plutôt de refondation, telle que peuvent l'imaginer Lévi-Strauss par exemple. Et il faut bien comprendre que la nature, elle est effectivement, comme on montre là, elle n'est pas uniquement une ressource physique, hein, elle est également, ça c'est Bachelard qui en parle, à l'origine de nos émotions et de nos émotions intenses et de nos pensées les plus profondes, Lévi-Strauss et Bachelard. Et donc en fait, qu'il dit ça, mais de manière différente, et c'est fondamental parce que c'est un petit peu ce qui a initié le projet de réinventer Paris, c'est qu'on est dans un environnement, le 13e arrondissement, qui est un environnement très artificiel. Avec des bâtiments de grande hauteur qui sont en plastique, qui sont en métal, qui sont dans palon, etc. Et on s'est dit, mais nous, est-ce que c'est pas le moment de venir réinjecter de la matière naturelle? Parce que ce qu'on pense, c'est qu'à partir du moment où on prend ces citations-là,
comme étant peut-être des évidences. Comment peut-on imaginer le monde de demain qui permettrait peut-être un rapport différent, notamment à la nature, dans un environnement artificiel? On pense qu'on ne peut pas. Et que pour cela, il faut peut-être réinjecter de la matière naturelle dans la ville, de manière à générer cet environnement qui soit peut-être plus propice à une imagination différente, quoi. Et ça nous semble être un levier fondamental. Alors, tout ça, ça a généré d'autres projets, et notamment de Sevran, et je vais laisser bientôt la parole à Magali. Tout de suite après l'exposition, on a gagné un appel d'offres de la Société du Grand Paris pour développer une brique. Et donc là, cette brique, on est en cours de développement, et on va la mettre en œuvre dans une école à Villepreux, un groupe scolaire, qui est là, qui est en chantier actuellement, et dedans, on a 500 mètres carrés de parois intérieures qui va être en brique de Paris. Donc, a priori, c'est la première brique de Paris. Donc, les prototypes seront construits en juin. Donc, on lancera des invitations pour les voir ces premiers protos et on va les tester techniquement, etc. Donc là, c'est première expérience, quoi. Donc ça, c'est en cours. On fait ça avec ECT, donc le Centre de recyclage des terres, et puis avec Amaco et la société de Wulf, les briqueteries d'Alonne, qui va nous fabriquer les briques, parce qu'on n'a pas encore d'unité de production, figurez-vous. Et un autre projet, il me lance une petite blague comme ça, parce qu'on a eu un petit débat avant l'intervention là, c'est cette question, voilà, de cette unité de production. Donc il y en a qui vont parler d'usine, d'autres d'unités de production, etc. Nous, on pense que c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui mérite débat, et c'est un débat assez intéressant. On préfère l'appeler atelier de production, voire atelier de préfabrication de matériaux, parce qu'on est dans une échelle qui n'est peut-être pas une échelle industrielle telle que l'industrie a pu être imaginée dans le 19e siècle, mais dans une échelle nouvelle, quoi, qui a inventé. Pardon. Et donc, ce sujet-là est vraiment passionnant, parce que voilà, la question de l'industriel est une question vague, qui peut renvoyer à des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui peut renvoyer aussi à des choses intéressantes, comme vous l'avez évoqué. Bon, voilà, débat à venir. Et ça, c'est un autre projet qu'on a gagné, c'est réinventer la Seine. Donc là, on est allé chercher l'architecte Wang Shu en Chine, qui faisait un petit peu de terre. On s'associe aussi avec les architectes Lipski Rollet, et on a travaillé pour Quartus Immobilier pour développer ce quartier de 60 000 m² à Ivry, et donc qu'on a gagné. Donc on est en cours d'études, dont 30 000 m² à peu près de logements. Je les passe vite, hein, excusez-moi. 30 000 m² de logements et petits ateliers, qui vont être faits en grande partie en terre. Alors pas 100% en terre, parce que ce qui est intéressant dans la terre, c'est qu'elle peut être utilisée avec du bois, avec du béton, avec du métal. Et ce qui est important, c'est d'utiliser la terre à bon escient. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la terre porteuse, c'est possible, hein. Croix-Rousse, ça fait 6-7 étages, c'est porté par de la terre. Shibam au Yémen, ça fait 10 étages, c'est porté par de la terre, c'est pas un problème. Mais du point de vue de la norme européenne, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc pour pouvoir avancer, il faut faire un petit peu le pas de côté pour l'instant. Et donc on a des petites structures très fines en béton, en poteau-poutre, puis après on va travailler les murs, les enveloppes, les cloisons, les intérieurs, etc. avec de la terre. Et selon les orientations, on va avoir des techniques différentes. Tout un tas de techniques différentes qu'on va développer sur le projet. Et ça, je passe rapidement, pam pam. Et on arrive sur le dernier projet, qui est donc Cycleterre, qui nous concerne plus spécifiquement. Et avant de passer la parole à Magali, je voudrais juste dire, voilà, Cycleterre, c'est quelques chiffres, comme ça, c'est pas inintéressant. C'est 6 millions d'euros d'investissement, donc c'est un budget de l'Europe. Pour l'instant, on est sur un objectif d'à peu près 25 000 tonnes par an au début de la production. 25 000 tonnes, c'est à peu près 10 millions de briques, des petites briques standards, ou alors des enduits, des panneaux, etc. Et à terme, ça pourra peut-être faire 50 000 tonnes. Pour mémoire, 1 mètre carré, 70 briques. 10 millions de briques, 140 000 mètres carrés de cloison. Un logement, on pense que c'est entre 10 et 100 tonnes de terre, selon le nombre de techniques que vous allez développer, voire peut-être moins, hein, si vous faites que des enduits, etc. Mais vous pouvez aller jusqu'à 100 tonnes de terre par logement. Et donc 25 000 tonnes, voilà, c'est entre 250 à 2500 logements par an, la production de notre atelier de fabrication. Et donc au final, une des grandes questions qui est partie des sujets de conversation avec toute l'équipe,
que présentera Magali, c'est quelle réponse éthique à apporter en tant que citoyen architecte pour participer à l'élaboration de ce monde soutenable. Et dans le cadre de ce projet-là, on s'est mis d'accord en commun qu'il y avait un élément très important qu'il fallait surveiller, c'est qu'on ne voulait pas que ça devienne une source de profit pour aucun des partenaires. Si le cratère qui a permis la sauvegarde d'un certain nombre de techniques dans l'histoire, et que si tout un tas de chercheurs nous aident en fait à développer les connaissances autour de ce matériau-là et qui l'ont largement diffusé aujourd'hui, c'est pas pour qu'aujourd'hui des gens en tirent un profit, quoi. On trouverait ça un petit peu dommage. Et donc le principe, c'est que ce cyclotère, et notamment c'est aussi une des demandes de l'Europe, puisse être après largement diffusé gratuitement, et donc avec un échange des connaissances. Et Sevran en serait l'initiateur avec toute l'équipe, mais après voilà, on échange ouvertement. Merci beaucoup. On voit que vous revoyez les fondamentaux. Le mot qu'on peut retenir, c'est écologie de la refondation. Là, on va passer donc au Grand Paris Aménagement. Vous pilotez l'opération pour Sevran. Et si vous pouviez nous dire, parce que là on passe à la mise en œuvre, nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Donc Grand Paris Aménagement, c'est un aménageur, c'est le plus gros d'Île-de-France et puis de France aussi, même si c'est pas son périmètre d'intervention. Donc en fait, avant de parler plus spécifiquement du projet cyclotère, je voulais un peu repositionner, comme a commencé à le faire Stéphane Gastignon, les enjeux de l'aménagement urbain. Aujourd'hui, en fait, on a un modèle d'urbanisme qui est très vulnérable parce qu'en fait, il est très consommateur de matériaux, d'énergie, d'eau. Et en fait, on sait que ce modèle ne peut pas perdurer parce que voilà, il y a des scénarios qui montrent que la disponibilité de l'énergie entre guillemets gratuite, comme on l'a considéré jusqu'à présent, c'est fini, et c'est fini dans assez peu de temps, même sans parler forcément que de la question du pétrole. Voilà, donc on ne peut pas lier l'avenir de notre développement urbain complètement à cette disponibilité abondante et infinie. Et donc, il faut vraiment, du coup, se reposer la question de qu'est-ce que c'est notre modèle urbain et comment on peut réimaginer cette relation, cette construction et cette consommation d'énergie, de ressources, de matières premières. Donc il y a eu des engagements très forts pris à la COP21, donc on est tous collectivement engagés pour ce changement de modèle. On voit qu'aujourd'hui c'est assez timide sur les émissions de carbone, hein. Il y a eu une parution récente qui montrait que finalement entre 2015 et 2016 on avait réaugmenté en termes d'émissions en France, donc on se dit on n'est pas forcément sur le bon chemin. Et donc, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut vraiment faire des ruptures importantes et tenter des choses qui ne se font pas jusqu'à présent. Donc l'empreinte carbone de la ville, donc c'est très fort, donc les émissions de gaz à effet de serre pour la production. Donc tout ce qui est matériaux, chantiers, etc., c'est très fortement consommateur en émetteur de gaz à effet de serre. L'exploitation, donc quand on vit dans la ville, vous voyez l'énergie qu'on consomme pour se déplacer, vivre, s'alimenter, c'est très important. Et à la fin de la ville, on le voit avec les opérations de renouvellement urbain, quand il faut tout détruire, c'est aussi extrêmement, pour reconstruire, c'est encore une fois très consommateur. En plus de l'empreinte carbone, on a une dépression forte sur les ressources naturelles, l'eau, la biodiversité, vous connaissez certainement toutes ces questions. Et donc, il y a des changements à opérer. Donc, sur le projet Sevran Terre d'Avenir, donc on est dans un lieu, dès le départ, très spécifique, en fait. Donc, Sevran Terre d'Avenir, c'est le nom du projet d'aménagement que
que gère Grand Paris Aménagement pour la ville de Sevran et pour lequel, enfin, et à côté duquel s'implante, dans lequel s'implante le projet Cycleterre, et qui va fournir ce projet en matériaux. Donc, en fait, ici, c'est une carte de Lynn, hein, qui est l'urbaniste de ce quartier-là. Et en fait, on voit que le projet s'insère dans un arc paysager à l'est de Paris. Donc vous le matérialisez sûrement pas à tous, mais en fait, enfin, en tout cas pour cette partie-là, cette partie-là, c'est d'une part les restes de la forêt de Bondy, puis après des parcs qui ont été créés dans les années 70 ou 80. Et en tout cas, c'est un site Natura 2000. Donc Natura 2000, c'est une façon de préserver les habitats et puis les oiseaux au niveau européen. Donc simplement pour dire que c'est un milieu spécifique, avec des continuités écologiques à restaurer, à préserver, comme le soulignait Monsieur le maire, et puis un site aussi fragile sur lequel si on veut développer de l'habitat, il faut essayer d'éviter les nuisances, alors que ce soit le bruit, la poussière, etc. Et puis comment ne pas impacter la biodiversité, alors la biodiversité sur place, mais aussi la biodiversité plus lointaine, hein. Enfin, par nos politiques d'approvisionnement de matériaux, on a aussi un impact à très grande échelle sur la biodiversité. Et puis comment essayer aussi dans un contexte, parce que le projet, il y a une très grande partie du projet qui est du renouvellement urbain, donc comment essayer d'imaginer, de se projeter dans la future fin de cette ville et le futur recyclage aussi, en ayant peut-être des capacités plus simples à recréer dans un moment qu'on ne connaît pas, une nouvelle ville, ou alors à ne plus faire de ville. Donc c'est entre les réflexions donc sur les engagements écologiques, le site spécifique de ce projet, avec l'exposition Terre de Paris que présentait Paul Emmanuel, et l'appel à projet européen, la conjonction de tous ces faits a abouti à l'émergence de ce projet Cycleterre. Donc c'est on peut dire les bonnes personnes au bon moment, avec les bons outils pour justement mettre en œuvre un projet unique au monde de mécanisation, d'industrialisation, de fabrication de matériaux en terre en économie circulaire. Donc c'est vraiment le cœur du projet, parce que des briqueteries de terre crue, il en existe. Aujourd'hui, c'est un fonctionnement, donc ce sont des matériaux intéressants, mais qui nécessitent donc de créer des carrières avec des gisements spécifiques pour les prendre la terre. Donc là, l'idée, c'est de dire, avec l'ensemble des aménagements qu'on fait, donc que ce soit le métro ou que ce soit des opérations d'aménagement, on va excaver 400 millions de terres. Sur ces 400 millions de terres, il y en a les 3/4 qui sont de la terre non polluée, inerte, récupérable. Ces carrières spontanées, comment les utiliser dans ce processus industriel? Donc les partenaires du projet, je vous les cite là. Donc il y a 12 partenaires. Donc il y a à la fois des labos de recherche, des partenaires bureaux d'études, promoteurs, aménageurs. On essaie de faire une chaîne un peu de l'amont jusqu'à l'aval. Alors évidemment, elle n'est pas complète, hein, sinon on aurait été beaucoup plus, mais déjà 12, c'est bien. Ce projet émerge pas de nulle part. On se repose sur les compétences le savoir accumulé par le labo Cratère. Donc ici, il y a plusieurs émanations de Cratère. Il y a Amaco, AECC, moi je les ai pas mis, bon voilà, j'en ai oublié. Ah si, il y a un en gros, et Cratère, voilà. Et donc en fait, c'est depuis 40 ans, ils développent un savoir sur la Terre. Donc il faut savoir que c'est issu du choc pétrolier des années 70, où on s'est dit à cette époque-là, mince, on n'a plus d'énergie,
Et donc le laboratoire a été lancé, il y a même eu des expérimentations de construction de quartiers, on était vraiment très dynamique, et puis après on s'est dit bah non, en fait le choc c'est rien, on est reparti comme avant et puis on a tout oublié, sauf que Cratère est resté là et a continué ses recherches. Comme le disait Paul-Emmanuel, on découvre des choses chaque année encore sur la matière et la physique de la matière. Donc en tout cas, c'est grâce à cette vision politique de ces années 70 qu'on récupère aujourd'hui tout ce savoir-faire, qui est vraiment une richesse mondiale, hein, parce que Cratère, c'est le référent au niveau mondial sur la construction terre. C'est eux qui vont restaurer les bâtiments qui sont détruits dans le monde entier. Enfin voilà, c'est une compétence rare. Après, voilà, donc la Société du Grand Paris sur l'aspect des blés, Antea qui connaît très bien la géologie du sol, Compétences Emploi qui développe l'insertion à Sevran, l'IFSTAR le métabolisme urbain, Sciences Po la gouvernance de l'économie circulaire, voilà, on a, et puis Cartus qui est très impliqué avec l'agence Joly-Loiret, en tant que promoteur sur le développement de cette filière terre et de ses constructions. Donc le vrai déclencheur de tout ça, c'est quand même l'Europe, donc avec l'appel à projet Urban Innovative Action, qui offre en fait un financement énorme, enfin un taux de financement qu'on voit dans aucun appel à projet français. Et c'est vraiment essentiel d'avoir ce financement parce que, d'une part, il nous donne un temps très limité, donc de 3 ans, pour mettre en œuvre ça. Et c'est bien d'avoir ce temps limité parce que si on n'avait pas cet impératif-là, et ben avec le même projet, sans parler de la contrainte budgétaire, mais avec le même projet, on pourrait mettre 10 ans à le mettre en place, parce que quand on est en train de regarder là toutes les procédures, tout ce qu'il y a à faire, on peut très bien y passer 10 ans. Donc là, non, on n'a que 3 ans. Du coup, on a plein de solutions inventées pour que ce soit beaucoup plus rapide. Par ailleurs, il nous donne donc 80% de subvention, qui est le taux maximum, et ça c'est vraiment essentiel parce qu'aujourd'hui parmi tous les acteurs de la place, même si tout le monde se dit que c'est vraiment essentiel de changer la façon de faire, personne ne peut le faire parce qu'on est dans des systèmes tout à fait rationalisés d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources humaines, donc on ne peut pas se dire tiens je vais prendre le risque d'investir dans quelque chose, je ne suis pas sûre que ça marche. Donc là, cette aide de l'Europe est là pour gommer l'aversion au risque de tous les acteurs de la place, et qui fait qu'avec cette aversion au risque, on peut rien faire évoluer parce que voilà. Donc c'est comment, grâce à ce financement, on rend possible. Attends, comment j'ai dit ? On finance l'échec possible et on rend possible la réussite. Voilà. Donc c'est important, ils nous le disent toujours, vous avez le droit d'échouer, donc nous on ne veut pas échouer évidemment, mais c'est important d'avoir ça en tête, de dire voilà, on tente quelque chose, et en ayant cette liberté de pouvoir échouer, du coup on prend plus de risques et donc on a plus de capacité à réussir quelque chose d'incroyable. Donc, l'idée de... Alors, j'ai dû mettre quelques slides. Donc, l'idée, c'est d'économie circulaire. Hein. Le principe de l'économie circulaire, c'est que plutôt que d'être dans un système où je prends beaucoup de ressources naturelles, je les utilise et puis après, je les mets en décharge. L'idée, c'est de dire comment, avec ce que j'ai, je fais rentrer un flux qui boucle sur lui-même en étant dans une sorte de système autarcique où je prélève très peu de choses et puis je dépose après peu de déchets ultimes dans la nature. Donc là, j'indiquais les carrières que montrait Paul-Emmanuel, la fabrication de la brique, le bâtiment, et puis après, le bâtiment, quand on n'en a plus besoin, dans l'idée, hein, dans l'épure, c'est que hop, on en refait un petit tas et on en refait des matériaux. Donc là, c'est la même chose avec un schéma, voilà. Donc le site d'implantation
Donc là, c'est le parc de la Poudrerie, je vous montrais tout à l'heure en plus gros. Là, c'est le projet Sevran Terre d'Avenir, donc toujours avec des images de lignes. La gare Sevran-Livry, et donc nous, l'unité de fabrication serait en face. Donc sur un terrain qui a vocation à être urbanisé dans le projet d'aménagement. Donc l'idée de cette unité de fabrication, c'est que ce soit que ça reste déjà d'une relative petite taille. L'idée du concept, c'est que on aille se mettre au plus près des gisements, donc de développer des modules souples qui s'implantent à des endroits où il y a un fort gisement pendant 10, 15 ans, qui est à peu près le temps de l'aménagement, voire plus, et qui puisse après se démonter pour aller se mettre à d'autres endroits où il y aura à nouveau d'autres gisements. Au niveau du Grand Paris, donc il pourrait y avoir plusieurs cyclotères en fonction enfin si le concept est validé, et qui s'implanteront aux endroits stratégiques. Donc c'est aussi ce qu'on a dit à l'Europe, hein, l'aspect réplicabilité est super important dans ces projets-là. Donc la caution de Grand Paris Aménagement, c'est de dire nous on est implanté sur toute l'Île-de-France, et donc on peut éventuellement pousser le développement de cyclotères à plusieurs endroits. Alors le rôle aussi de Grand Paris Aménagement, on a parlé de constitution de filières. Donc dans la constitution de filière, on sait qu'il y a un rôle très important de la commande publique. Voilà, il faut qu'il y ait des commandes pour qu'il y ait une production et puis qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Donc aujourd'hui, nous, Grand Paris Aménagement a cette possibilité-là, à travers ces cahiers des charges de cession de terrain, de donner des prescriptions sur les matériaux de construction. Donc on doit travailler ça sur Sevran Terre d'Avenir, et puis après le déployer sur d'autres projets pour amorcer justement la pompe à commande et qui fait que ça va démarrer et puis rentrer dans des pratiques communes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le projet, l'Europe, on a proposé donc dans Cycloterre un projet assez complet. C'est pas simplement la création d'une usine, c'est aussi d'un atelier. C'est aussi former tout le réseau d'acteurs de l'aménagement et de la construction. Donc, on a prévu de former des architectes, les promoteurs, les bureaux d'études, les artisans, les constructeurs. Enfin, voilà, on a tout un panel de formation qui a été élaboré avec des cibles assez larges. Donc, de la formation très courte, d'une après-midi ou d'une journée, quand il s'agit juste de former à la pose de briques, parce que finalement, c'est pas très différent d'une brique habituelle, à la formation beaucoup plus longue sur, justement pour les architectes, comment concevoir avec de la terre. Donc on va aussi produire un livre qui donnera les guides de la conception en terre crue, donc qui sera la Bible future de tous les architectes. Et cette formation, elle sera assurée à Sevran alors. Elle sera, elle sera assurée, soit si on arrive à faire un grand atelier de production dans l'atelier de production, sinon on trouvera d'autres endroits à Sevran pour recevoir la formation. L'idée, c'est d'être en effet pas trop loin de l'atelier, parce que la formation, on a besoin de faire des tests, de toucher le matériau, donc il ne faut pas être très loin. Donc oui, ça sera soit dans l'atelier, soit à côté. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus de la formation? C'est déjà très bien. Oui, on va faire aussi à la fin du projet Cycloterre, donc qui se termine le 28 février 2021. Donc en fin 2020, on va faire une grande expo qui s'appellera Terre de Sevran, sûrement. Où on montrera tout ça. Mais avant d'être à la fin, on va faire aussi pour lancer le projet, donc, qui démarre officiellement le 1er mars 2018. On va faire une grande conférence à laquelle vous êtes tous cordialement invités
sûrement le 30 mai. Mais voilà. Il me semble que j'oublie quelque chose, mais je ne sais plus. Bon. Bah, merci beaucoup, déjà pour tout ça. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur le quartier qui... parce que s'il y a une unité de fabrication, il y a une possibilité d'extension après urbaine. De toute façon, excusez-moi, l'unité où elle va se poser, c'est ce que vient de dire Magali, c'est-à-dire que c'est un lieu qui sera construit derrière. Donc l'unité n'a pas vocation à rester 75 ans, hein, ça peut, hein, puisqu'elle est mobile. Donc à un moment, l'idée c'est que ça bouge, ça puisse aller ailleurs pour recycler la terre. Voilà, on est à fond dans ce travail-là, quoi. Hein. Bien sûr, ça a vocation à être urbanisé. Bon, après, il y a les questions de délai, il y a les questions... rien n'est simple, on va dire. Disons qu'on va pouvoir voir le résultat. Ah bah déjà, un des résultats, de toute façon, c'est que dans le projet Terre d'eau, il y a une partie des bâtiments qui sont en terre crue. Donc, ce que j'espère, c'est que la terre crue viendra de cette structure. Mais il y a déjà, voilà, l'occasion, il y a déjà l'idée de passer des conventions et de travailler là-dessus pour que ce soit le premier résultat de cela. Terre d'eau, c'est la vague de surf. Enfin, il y a la vague de surf, il y a d'autres choses aussi. Il y a tout un travail autour de l'eau, mais vous pouvez nous inviter pour le présenter. Je vous le redis comme ça. Vous avez sans doute des questions, enfin, à moins que vous vouliez poursuivre. On peut commencer par des questions. Bonsoir, mon nom est Jean de Thiers. Je suis architecte belge, établi à Paris depuis 1970. J'ai essentiellement travaillé au Centre Pompidou pendant 30 ans pour y réaliser des expositions d'architecture, dont en 1981, la première consacrée à ce sujet qui s'appelait « Des architectures de terre ou l'avenir d'une tradition millénaire », qui était donc une exposition militante qui avait pour but de sortir de l'oubli total et de la méconnaissance de tous les patrimoines en terre traditionnels et surtout de militer pour l'avenir de cette éco-construction en terre, lequel projet a été jumelé à mon initiative avec la construction du premier quartier urbain d'habitat social bâti en Europe et inauguré en 1985, le domaine de la terre aux portes de Lyon. Ça fait donc quelques décennies que je milite en faveur de ces causes et donc je ne peux que me réjouir de voir qu'enfin un mouvement profond, solide, des synergies évidentes se met en place en France, en particulier à Paris, pour enfin donner à ce matériau la place qu'il mérite dans nos défis écologiques et en particulier contre le réchauffement climatique. Donc je me réjouis de tout ça, des différentes facettes, ce projet-ci, l'autre à Ivry-sur-Seine, toutes les recherches que fédèrent architectes, entreprises, publics, privés, chercheurs et tutti quanti. Comme je ne suis pas français, j'en profite pour dire que ce qu'on ne dit pas assez en France, enfin, ce que vous avez dit un petit peu, c'est qu'on semble ignorer trop souvent que la France est le leader à l'échelle mondiale dans tous ces domaines depuis 20-30 ans, non seulement dans la recherche scientifique et technique, mais aussi, ce qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, dans le domaine de la pédagogie, pour former les générations futures d'architectes et d'ingénieurs dans ces domaines. Dans les domaines culturels, je regrette en parenthèse que deux interlocuteurs ici présents aient malencontreusement limité le cratère à des actions passéistes, l'un disant la restauration des patrimoines anciens, à tous les deux vous avez dit ça, alors que cette partie de leur action n'est qu'une petite partie d'une ambition beaucoup plus vaste, beaucoup plus interdisciplinaire, beaucoup plus ambitieuse et fondamentalement portée sur le présent et l'avenir. J'ai trois questions à vous poser. Plus une pour les responsables de la Cité de l'Architecture. Je vais commencer par ça peut-être. Compte tenu de l'importance que prend tout ça en France, on peut quand même être stupéfait que la Cité de l'Architecture
ne se soit jamais impliqué, n'ait jamais cherché à valoriser et à refuser tout projet concernant les architectures de terre, et ceci depuis sa création, systématiquement. Pourtant, les deux seules grandes expositions qui ont été faites dans le monde pour valoriser la terre, c'est l'une culturelle au Centre Pompidou, celle que j'ai faite en 81, et l'autre faite à la Cité des Sciences par le Cratère et à Mako en 2006. Donc pourquoi est-ce que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine continue à ignorer ce sujet avec une sorte de mépris évident? C'est une énigme qui va totalement à l'encontre des intérêts de ce pays et de l'Europe. Donc, à part cette remarque, il n'y aura pas de réponse, puisque personne de cette maison n'a daigné être présent à ce débat, et qu'ils ont mieux à faire, apparemment. Mes trois questions sont la suivante. D'abord, est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur le plan? Vous avez donné quelques dates, un peu plus d'informations sur les différentes étapes des différents projets. Celui-ci, et aussi les dates de ces synergies. Et puis, au-delà de ce projet à court terme, comment vous voyez les développements à moyen et long terme de tous ces savoir-faire? La deuxième question, c'est que j'aimerais quand même comprendre, et vous avez souligné le caractère exceptionnel de ce financement exceptionnellement généreux de l'Europe sur ce sujet. Donc j'aimerais comprendre qui a initié ça à l'Europe, quel département, dans quel but, avec qui, à la demande de qui, et si ça ne s'adresse qu'à des recherches en France, ou si c'est une recherche européenne lancée par l'Europe. Et ma troisième question, elle est politique. Comme vous le savez sans doute, un représentant de l'Assemblée nationale d'extrême gauche a posé récemment une question, à savoir pourquoi la France ignorait ses savoir-faire accumulés pour la construction en terre depuis 30 ou 40 ans, et quel était l'avenir de ces matériaux naturels, géosourcés, en particulier la terre. Et donc j'aimerais connaître vos réactions sur la question posée et surtout sur la réponse qui a été donnée par M. Hulot en tant que ministre de l'écologie. Merci d'avance. Moi, je peux donner quelques éléments de planning cycle terre. Donc là, cette année, en 2018, on va faire tout l'aspect conception du bâtiment et puis des chaînes de production. On commandera et les machines seront livrées à la fin du premier semestre 2019. Et du coup, on va commencer la phase de test à partir de la mi-2019. Et donc, on prévoit des ventes de matériaux à partir du printemps 2020, mars 2020. Après, sur la partie financement européen, donc c'est un fonds en fait, c'est un nouveau fonds qui a été créé. Ils ont plusieurs fonds d'investissement en Europe. Donc celui-là, on est à la 2e édition des appels à projets, donc il a été créé, voilà, la première édition a été l'an dernier et nous on a été lauréat de la 2e édition. Donc c'est vraiment ciblé sur l'innovation en matière environnementale et sociale. Ils ont un panier d'une 10-15aine de thèmes qu'ils ont identifiés et chaque année ils proposent 3 thèmes, l'appel à projet sur 3 thèmes. Donc nous, l'année où on a postulé, les 3 thèmes étaient économie circulaire, mobilité et accueil des réfugiés. Donc c'est un appel à projet à l'échelle européenne. Voilà, il y avait en tout, il y avait 205 candidatures de tous les pays. Au final, 15 projets, 16 projets retenus et en économie circulaire, on est 5. Donc il y a le fonds, ça s'appelle Urban Innovative Action, UIA. Et donc là, il y a un appel au projet qui est en cours en ce moment. Il y en a un dont l'un des thèmes, c'est le logement, notamment la qualité de l'air et je sais plus quoi, peut-être l'accueil des réfugiés. Urban Innovative Action. Urban, voilà. Alors, donc le fonds est doté de 500 millions d'euros. À chaque occurrence de l'appel à projet, ils ont 50 millions d'euros et donc ils octroient au maximum 5 millions d'euros par projet. Donc nous, on a eu le maximum.
Oui, chaque partenaire a un rôle. Donc, il y a des partenaires qui ont un rôle qui correspond à une petite somme d'argent. Il y en a d'autres partenaires qui ont un rôle qui correspond à une grosse somme d'argent. Mais évidemment, entre ceux qui portent l'investissement des machines, etc., il y a plus de sous que pour d'autres personnes. Alors, Sciences Po qui est avec nous ce soir. Donc Sciences Po, il est vraiment là pour comprendre qu'est-ce qui fait, pour analyser la gouvernance et qu'est-ce qui rend possible la mise en œuvre d'un projet d'économie circulaire. Donc il va être avec nous in vivo pour observer ce qui se passe et après rendre compte. On a aussi cet aspect-là dans le projet européen. On a tout un volet recherche, analyse de ce qu'on fait, tirer les conséquences de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Donc Sciences Po nous aide là-dessus et a une compétence sur cet aspect à la fois économie circulaire, hein, parce que le laboratoire qui nous aide à travailler sur les bibliothèques de matériaux dans les reconstructions de pays détruits par la guerre, donc il y avait cet aspect économie circulaire, et puis l'aspect gouvernance qui est le fondamental de Sciences Po. Plus de la moitié du budget en fait est géré par ECC Cratère pour les machines. Et puis nous on va s'occuper du bâtiment, la construction du bâtiment, etc. Enfin, tout est inclus dans ce budget-là. Tous, AECC, Cratère et Amaco, les trois en fait sont partenaires. Merci en tout cas d'avoir rappelé effectivement Cratère, c'est pas que du patrimoine, hein, c'est du patrimoine, de l'habitat et des matériaux. Et nous on travaille plus avec la branche matériaux. Ouais, dans les trois branches de Cratère, c'est ces trois-là. Après l'éducation, c'est en dehors, c'est autre chose. Et donc, qui est le DSA, en fait, c'est la formation sur les architectures de terre. C'est une formation en 2 ans, en fait, qui est ouverte aux architectes, ingénieurs, artisans, etc., pour se former sur la construction en terre. Effectivement, on travaille avec la branche matériaux, quoi. Sur la question, je ne sais pas si Stéphane Guétignon veut répondre, tu parlais de la question politique. Là, effectivement, il y a eu un article qui est sorti le mois dernier sur une question au gouvernement de la France Insoumise qui datait de septembre. Et ce qu'a répondu, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement, c'est qu'effectivement, il y avait un certain nombre de services de l'État qui sont en train de travailler au développement de ça. Moi, je sais que je me suis joint à eux, notamment à la DHUP, pour faire évoluer la réglementation. Actuellement, ils travaillent sur les règles professionnelles, parce qu'on sait qu'un des grands freins, pour mémoire, j'en ai pas parlé, mais le frein essentiel, c'est l'absence quasi totale de réglementation pour construire en terre. Théoriquement, on n'a pas le droit de construire en terre en France aujourd'hui, ni même de manière générale en Europe, sauf certains cas particuliers. Et donc, en fait, il y a des règles professionnelles qui sont en cours d'être terminées. Et puis, il y a un grand projet qui va s'appeler le PNTER, le projet national terre, qui va voir le jour là, dans quelques mois, auquel on participe aussi pour permettre d'essayer de fédérer tous les acteurs de la terre. Et donc, on œuvre à ça, parce que historiquement, les acteurs de la Terre sont assez séparés les uns des autres. Donc avec ce genre de projet, on essaie d'aller les voir et de leur dire, venez, on va essayer de travailler ensemble, ça fait trop longtemps qu'on est séparés, comme l'a fait un petit peu la filière du bois il y a 20 ans, de manière à pouvoir être plus fort pour développer l'avenir de ce matériau. Oui, j'ai oublié de mentionner que donc, le ministère nous suivait à travers parce qu'on était labellisé démonstrateur industriel de la vie durable, donc on a un suivi par le PUCA, donc plan urbanisme, construction, aménagement, qui suit ça avec nous. Et par ailleurs, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que notre projet avait un montant assez important alloué à la question de la certification des matériaux. Et on va d'une part produire des fiches de suivi environnemental où on regarde un peu toute la fiche environnementale du matériau qu'on va créer. Avec l'IFSTAR, on va regarder l'impact au niveau du métabolisme urbain de cet approvisionnement en terre. Et après, l'objectif, c'est d'avoir une certification CSTB sur les 3 matériaux qu'on va faire, donc de l'enduit, des plaques d'argile et des briques. Oui, excusez-moi, je voulais juste savoir,
Est-ce que vous vous appuyez sur un industriel, sur une entreprise qui est capable de vous suivre dans vos pas quand vous mettez en place des machines? Ça suppose embaucher des gens, les faire travailler, lancer des trucs. C'est pas c'est pas la destination de Cratère de mettre en place ça de façon durable. Donc, vous avez je sais pas, une société qui vous appuie là-dessus, qui prend la suite? Il y a une annonce là, qui vient d'être passée il n'y a pas longtemps, on cherche un directeur d'usine. Mais qui ramène aussi peut-être des investissements, je ne sais pas moi, pour que ce soit durable au-delà de votre 6 millions. Oui, on est... en fait, ça va être aussi... Enfin, on fait, comme je disais, comme on a un temps assez court, on fait tout en parallèle. Donc là, on est en train de chercher un investisseur, enfin, disons, de valider l'investisseur qui investira dans notre usine. Donc, aujourd'hui, on est dans une condition favorable de subvention, mais on n'est pas non plus dans dans la pleine expression du potentiel économique de l'usine, parce qu'aujourd'hui, les terres, on va les récupérer gratuitement pour les transformer. À l'avenir, dans l'idée du modèle économique, c'est plutôt que payer 30 €, 50, 60, 90 € la tonne pour les mettre en décharge, plus les coûts de logistique, c'est comment on arrive à capter une partie de cette valeur pour financer le fonctionnement de l'usine. Donc ça, toutes ces grandeurs économiques qui est à partir de quand c'est rentable de construire une usine à... alors ça ne sera pas 5 ou 6 millions, parce que dans les 6 millions de notre projet, il y a vraiment plein de choses, la formation, la communication, la certification, qui sont des coûts qui sont faits une fois et qui ne seront pas reproduits. Mais en tout cas, c'est quel est le coût de l'usine, quel est le coût d'exploitation, combien il y a besoin de personnes, quel est le coût de sortie de nos matériaux. Donc aujourd'hui, on fait des hypothèses, mais l'objet du projet, c'est d'avoir quelque chose de validé. Sur l'exploitant, on est en train de regarder aujourd'hui quelle forme ça peut être. Donc on est plutôt parti sur l'idée que ce soit un exploitant qui vienne du monde des professionnels de la terre crue pour l'approche, justement, parce que le projet dans sa conception n'a pas vocation à être une énorme usine qui fournira en terre un périmètre très étendu. L'idée, c'est que ce soit des petites unités de fabrication qui fournissent je sais pas, à 20 km à la ronde ou 10 km à la ronde. Donc aujourd'hui, on a a priori celui qui ferait tourner l'usine, qui va rentrer dans un cycle de formation d'1 an et demi auprès d'Amaco, qui est notre partenaire. Et après, ce qui nous reste à voir aujourd'hui, c'est quelle est la structure qui pilote ça. Est-ce qu'on crée une société particulière? Est-ce qu'on prend un exploitant de l'extérieur qui pilote ça? C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, on n'a pas prévu enfin, on a écarté la piste de se rapprocher de grands industriels pour faire tourner l'unité. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous gériez en fait le fait que les terres étaient toujours des déchets, et si ça posait pas de problème en fait au moment de la construction, en fait, elles ont toujours le statut de déchets. Aucun problème. Pour Grand Paris, pour vous, c'est bon, il n'y a pas de souci. En fait, on est allé voir la direction de l'énergie, de l'environnement avec cette inquiétude forte en tête. Donc, ils nous ont dit que eux, tout était fait dans la loi pour que on puisse utiliser ce qu'on appelle déchets comme matériaux. Donc, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de frein. Donc, en effet, on a appris que même une fois qu'on aurait fait notre brique et qu'elle serait vendue, etc., en effet, ça serait toujours un déchet. Mais eux nous ont dit, de notre côté, c'est pas grave, c'est pas très grave, c'est juste des questions de traçabilité. C'est-à-dire que le produit déchet,
entre guillemets, déchet a une petite fiche d'identité derrière lui en disant ben, moi j'ai été fabriqué à partir du lot de 140 de la gare de je sais pas où, etc. Voilà. Donc, ceci étant dit, de notre côté, on pense que cette étiquette déchets, même si réglementairement ça n'a pas d'inconvénient, on pense que d'une part, c'est pas forcément approprié à la question des terres extraites, parce qu'en soi, bah, c'est de la terre, quoi. Enfin, c'est juste qu'elle a été extraite, et que d'autre part, ça peut être une image pas forcément positive d'être déchet. Donc, on a prévu dans notre projet de faire une procédure auprès du ministère de sortie explicite du statut déchet. Donc c'est quelque chose de très long que personne n'a jamais fait parce que ça coûte très cher et c'est très long. Donc voilà, on profite là encore du projet pour faire ça. D'accord, merci. Bonjour, je suis étudiant en architecture et en ingénierie. Je m'intéresse un peu à toutes les constructions en terre crue. Et il y a des chercheurs actuellement qui développent en Bretagne une technologie qui s'appelle le HP2A. Et donc ça reprend pas mal d'idées que vous évoquez ce soir. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est des concurrents? Enfin, voilà. En fait, j'ai eu une discussion il y a 15 jours avec des ingénieurs de l'INSA de Lyon. Il s'avère que pour eux, qui sont des chercheurs, professeurs, etc., le procédé qu'a mis en place HP2A existe depuis 30 ans et ils ne comprennent pas d'où peuvent venir leurs brevets. C'est le premier truc. Deuxième chose, c'est que en fait, c'est une terre qui est quand même transformée. HP2A, c'est une invention donc, déposée notamment par Argilus et d'autres partenaires et qui, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne, hein, mais qui fait subir une certaine transformation à la terre. Donc par un procédé chimique notamment et par des cuissons basse température, qui est un procédé qui produit de la soude notamment et d'autres matériaux de ce type-là, et qui est donc pas du tout pareil que la terre crue. Donc il y a une vraie transformation qui est subie par le matériau. Donc le matériau n'est plus biodégradable, comme ce dont on parle là, la terre crue non stabilisée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai concurrent du béton. C'est-à-dire que c'est un matériau qui a une forte résistance mécanique, etc. Donc il est beaucoup moins énergivore et producteur de carbone que le béton. Et je crois, hein, d'après ce que j'ai compris, aussi résistant. Par contre, voilà, il est concurrent du béton, il n'est pas concurrent de la terre crue, c'est deux choses qui sont différentes. Il ne faut pas le mettre en parallèle de la terre crue, quoi. C'est pas rien à voir pour moi. Ma question porte sur les accréditations que vous pouvez avoir pour construire des bâtiments en terre cuite, c'est-à-dire en terre crue, pardon. Parce qu'apparemment, pour le moment, il n'y a pas vraiment de normes à ce sujet. J'aimerais savoir si vous avez des alliés dans le cadre de votre projet pour changer justement les normes de construction. Bien, en fait, l'intérêt de développer ce genre de projet à Sevran ou du projet qu'on a gagné à Ivry, c'est de travailler sur la grande échelle et donc du coup de garder un peu de sous pour payer ça. Sur Sevran, on a, je crois, que 300 000 € qu'on a budgétisé pour développer des ATEX, des avis techniques expérimentaux, qui vont pouvoir être 500 000, voilà, qui vont pouvoir être diffusés après nationalement. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Et puis sur Ivry, on a aussi 200 ou 300 000 € qu'on a mis de côté, parce que c'est un projet de 80 millions d'euros en tout, qui vont servir à faire des ATEX. Et ce que l'on fait en allant voir justement la DHUP, là au ministère, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on se regroupe tous et de manière à fédérer en fait ces financements pour pouvoir lever complètement tous les leviers de la construction. Certains experts estiment qu'il y en a pour 4 ou 5 millions d'euros pour lever tous les freins réglementaires à la construction en terre en France. Mais si chaque bâtiment s'occupe de ça dans son coin et fait un petit ATEX de type B juste pour le bâtiment, ça va coûter 50, 100 000 €. Mais avec ça, ça va servir à rien parce que l'ATEX ne servira que pour un édifice. Donc il faut faire des ATEX de type A qui coûtent 200 000, 300 000 et puis en faire beaucoup de manière à lever tous ces derniers freins, quoi. Après, on peut quand même dire que en fait, la terre, c'est, tu me corrigeras sur le vocabulaire, mais c'est une technique réputée
ancestrale ou vernaculaire, je ne sais pas ce que c'est le mot. Donc, il n'a pas fait l'objet de certification après-guerre parce que c'était reconnu comme une technique que tout le monde connaît, donc c'est pas la peine de faire une certification. Aujourd'hui, on peut construire des bâtiments en terre même s'il n'y a pas de certification, parce que en fait, il y a des bureaux de contrôle qui peuvent dire, bah, moi, je prends le risque de dire OK. Et je simplifie. Et après, avant de te laisser compléter sur ce que je dis, donc les certifications qu'on va demander auprès du CSTB, en effet, il va y avoir un travail politique à faire aussi, parce que le CSTB, historiquement, a plutôt développé sa connaissance sur tous les matériaux en béton, et donc les tests qu'ils demandent ne sont pas forcément toujours adaptés à la terre. Donc c'était initialement notre partenaire, le CSTB, mais on a dû l'enlever pour satisfaire aux règles européennes, mais il y a une vraie action de lobbying à faire auprès de cet institut pour qu'on arrive à faire, malgré notre budget important, à avoir ces certifications. Je te laisse compléter. Oui, tout à l'heure je disais on ne peut pas construire en terre, sauf à avoir l'accord du bureau de contrôle, et en général on l'a assez difficilement, sauf à passer par certains stades, et donc il faut payer tout un tas d'avis techniques ou de notes de calcul qui viennent rassurer en fait les bureaux de contrôle, et donc c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que la nécessité de développer les DTU et puis les règles professionnelles jusqu'aux normes est fondamentale, parce que c'est elle qui permettra d'éviter à avoir des freins qui jalonnent en fait la construction. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc... On espère qu'il fera plus chaud dans les bâtiments en terre. Oui, c'est ça. Oui. Bien vu. Mais bon, il n'y a plus de questions, donc j'en pose plus. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment même pour nous tous, je pense, une expérience nouvelle. Et on a pu la traverser avec vous. Alors merci beaucoup. Et on attend la suite avec impatience. Au revoir.